Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour, c'est Élodie, aujourd'hui pour une émission spéciale en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez l'habitude de plutôt m'entendre le mercredi sur Questions de parents. Et aujourd'hui, en cette journée particulière, Radio Grand Lac soutient l'association Sa Voix de Femme. Et durant une heure, nous allons échanger avec plusieurs intervenantes qui vont se présenter très rapidement. Nous allons vous parler de cette parole, de cette violence faite aux femmes et en quoi l'importance de vraiment l'accompagner. Donc je vous propose de rester 7 heures, l'heure qui vient avec nous, pour découvrir tout le programme. Alors aujourd'hui, revenons déjà pourquoi une journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée a été instaurée par l'ONU suite à l'assassinat des sœurs Mirabal, un 25 novembre 1960. Cette tuerie a eu lieu en République dominicaine, ou alors dans un contexte assez violent, lors d'un bal, le dictateur en place, Trujillo, s'était vu complètement éconduire par une des sœurs, ce qui l'avait conduit à enfermer le père et assigner à résidence les 4 sœurs. Donc ce 25 novembre 1960, au retour de prison, de la visite à leur père, elles ont été assassinées et jetées à la mer, ce qui a valu une véritable révolte nationale et 6 mois après, à l'assassinat du dictateur. L'ONU, au travers de cette histoire, a souhaité rendre vraiment hommage à ces héroïnes et cette domination masculine pour rappeler que les violences faites aux femmes sont partout. C'est d'abord un enjeu de droits humains partout sur le globe, encore plus dans les zones de guerre et jusqu'aux lieux les plus intimes qui peuvent être la maison. Donc aujourd'hui, nous avons réuni autour de cette plateau 3 femmes qui sont présentes sur le territoire de la Savoie pour vraiment accompagner les femmes et libérer cette parole. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Moi, j'interviens en tant qu'Élodie, directrice de l'association Sa Voix de Femme, et je suis donc accompagnée par Yasmina. Je te laisse te présenter. Moi, je suis Yasmina Elarkoubi, je suis psychologue à la maison médicale du Biolay à Chambéry et je collabore très souvent avec l'association Sa Voix de Femme sur différentes actions. Nous avons aussi Tiffaine. Bonjour, moi je suis Tiffaine et je suis réalisatrice de podcasts personnalisés pour particuliers et entreprises. Et j'interviens avec Yasmina et Marion qui sont autour de la table pour Sa Voix de Femme, pour des ateliers ados, pour libérer la parole. Et nous avons donc Marion. Bonjour Marion. Bonjour, alors moi je suis Marion, je suis une des intervenantes sociales de l'association Sa Voix de Femme depuis à peu près une dizaine d'années. Merci d'avoir répondu à l'invitation et vous allez découvrir en quoi, quel maillage nous avons pu faire autour de ce thème de la parole sur la Savoie tout au long de l'année pour vraiment accompagner les femmes, les familles et les enfants. Libérer la parole et ensuite, c'est le titre qu'on a voulu donner à l'émission, puisque même si on peut avoir l'impression que la parole s'est libérée un peu plus ces derniers temps, notamment avec MeToo, et aussi une prise en compte beaucoup plus présente de la violence conjugale, notamment avec une question systématique chez le médecin. C'est une des obligations. Et il doit systématiquement demander aux femmes qu'il rencontre si elles vivent de la violence, ou alors même peut-être une présence peut-être plus accrue dans la presse. On va quand même voir que même si le contexte a évolué, il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas suffisant. Et surtout, que devient cette parole une fois qu'elle a été posée ? Quelques chiffres qui peuvent quand même illustrer qu'il reste du chemin à faire. Des chiffres du ministère intérieur et du ministère de la Justice estiment qu'en un an, nous avons 112 000 victimes de viols ou de tentatives de violences sexuelles. Combien sont tues ? Ça, les statistiques ne nous le disent pas. Mais sur ces 112 000 victimes, nous avons 4 640 plaintes déposées qui conduisent à 633 condamnations et uniquement 0,6% de ces 112 000 victimes voient l'acte sanctionné par une condamnation de leur violeur aux assises. On voit la chiffre énorme que même la parole et comment on peut tout le chemin qui reste encore à faire.
Donc dans une première partie, Yasmina et Marion vont nous évoquer l'importance de quand même libérer cette parole et de conscientiser la violence. Donc je vais passer la parole à Yasmina et Marion. Merci de ce temps. Alors nous, c'est vrai que c'était important d'avoir cet espace pour dire que la parole a un impact important pour les personnes qui vivent de la violence. En tout cas, le fait d'écouter cette parole et d'en prendre acte permet d'avoir un chemin de conscientisation pour les femmes qui le vivent, parce que ça permet souvent de mettre de la distance sur quelque chose qui est assez clos, un cheminement qu'elles ont parfois juste entre elles et elles. Et du coup, voilà, il y a vraiment ce phénomène de poser en extérieur cette parole et d'avoir un chemin de prise de conscience. Et c'est se souvenir aussi que les violences, c'est pas que des coups, c'est pas que de l'agressivité verbale et de l'agressivité physique. Il y a aussi une grosse dynamique de pouvoir, une grosse dynamique de mise en silence. Et c'est pour ça que les victimes souvent se retrouvent dans ce silence-là et se taisent en fait. Il y a aussi d'autres dynamiques qui expliquent ce silence. C'est aussi les banalisations des violences. Il peut y avoir aussi un mécanisme qu'on connaît, un mécanisme de défense qui est le déni. On se tait parce que c'est trop difficile d'accepter qu'on a été victime de violence, qu'une personne qu'on aime nous fait tant de mal, accepter qu'on est dans une telle souffrance, et puis ne pas oublier que les auteurs de violences conjugales, ils manipulent, et du coup ils font croire à la victime que ce qu'elle vit c'est faux. Ils mettent en place tout un mécanisme qui réduise la victime aussi dans un silence qui est conséquent. Donc la mise en mots dont parlait Marion, elle est nécessaire pour sortir de cette confusion. Moi, j'aime beaucoup dire que les femmes qui sont victimes de violences, elles sont souvent dans le brouillard. Et ce brouillard, les mots, ils résonnent dans leur tête, ils sont pas nommés. Et la mise en mots, elle va vraiment venir clarifier un peu la situation, mettre des mots sur ce qui n'est pas nommable. Voilà. Oui, et puis pour justement, tu disais qu'il y avait un mécanisme qui était mis en place. Ce mécanisme-là, il est très fort. C'est quelque chose qui est assez véhiculé dans on va dire dans la. On voit beaucoup maintenant le mécanisme de cycle de la violence. Il est beaucoup diffusé, mais voilà, c'est ce mécanisme de cycle de la violence, notamment, vient vraiment mettre en mots aussi ce qui se passe dans le chemin de ces femmes-là et de l'emprise qu'on pourrait nommer. Et justement, la mise en mots permet de travailler sur la déprise, sur la prise de distance. Et effectivement, ce que tu pouvais dire, le mécanisme permet aussi la banalisation de ce qui est vécu par les femmes qui d'ailleurs, parfois, quand elles viennent poser des mots, demande mais je suis légitime. Est-ce que du coup de ce que je viens vous dire, je suis légitime de vivre est-ce que je vis de la violence? Est-ce que je suis légitime d'être là, de vous poser la question, d'avoir besoin d'aide? Effectivement, ce sont souvent des comportements qui sont invisibilisés. Souvent, on fait comme si ça n'avait pas existé. Donc les femmes, elles se sentent pas légitimes à mettre des mots parce qu'elles ont l'impression il y a même de vraies impressions que ça n'est jamais arrivé en fait. Donc c'est pas si grave. C'est pas si grave, ou voire j'ai oublié, ou peut-être que j'abuse, ou peut-être que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc la mise en mots, elle aide à la conscientisation, tout simplement. C'est vrai que là, vous évoquez vraiment tous les symptômes un peu du traumatisme qui sont associés à la violence et qui peut faire véritablement que ça bloque vraiment la parole, la conscientisation, et d'où l'importance vraiment de se libérer la parole déjà au niveau individuel, personnel, et aussi qu'on puisse l'accueillir au niveau sociétal, des établissements juridiques, différentes choses, que ça puisse vraiment être entendu par un maximum de personnes et qu'on puisse soutenir cette parole. Bah justement, l'accueillir, comment on accueille effectivement cette parole, parce que y a déjà une grande étape pour la personne de la mettre en mots, et après il y a effectivement l'étape des personnes qui reçoivent cette parole. Comment est-ce que je la reçois?
quel cadre en fait est posé à cette parole, parce qu'elle a son importance pour la victime, parce que effectivement la manière d'accueillir cette parole peut tout à fait avoir l'effet de la rendre encore plus coupable si effectivement il y a tout un environnement qui est pas sécurisant pour elle et qui permet de lui dire tu es légitime, tu as le droit de ressentir cela. Et ce que tu évoques n'est pas normal. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On te croit sur ce que tu dis. Moi, je tiens aussi à préciser que l'accueillir, c'est pas si facile. Non. Ça demande quand même d'être aussi au clair avec ce qu'on ressent. C'est violent de recevoir une parole, un discours, une personne qui a vécu des violences. Donc, c'est difficile à recevoir. Et c'est important d'identifier ce que ça peut nous faire vivre en tant que citoyen, en tant que professionnel. Même nous, moi, en tant que psychologue, ça peut parfois, le mouvement un peu de, mais non, peut-être que c'est pas si grave. Il peut traverser la personne qui accueille la parole. Ce qui est important surtout, c'est de revenir dessus. Si à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, on a entendu une parole, c'est important de venir remettre des mots. C'est ça qui est important, c'est venir se dire, bah oui, ça nous a sidéré de recevoir une parole si violente. Eh bien, c'est pas grave, je vais revenir voir la personne et puis je vais remettre des mots, je vais reclarifier, venir redire que ce que j'ai entendu, ce n'est pas normal, parce que c'est pas si évident d'accueillir la parole et pourtant. Alors moi, peut-être que mon mot est fort, mais je pense que ça peut vraiment sauver des victimes, parce que en parler, et recevoir un accueil bienveillant, c'est commencer à avoir un pied dehors, avec le dehors, commencer à pouvoir avoir un retour, un petit feedback sur notre vécu, et c'est nécessaire. Il faut que la personne qui accueille, elle soit prête à recevoir toutes ces paroles-là, et puis parce que c'est nécessaire pour la femme victime. C'est vraiment le premier pas vers s'en sortir. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que parfois, effectivement, en tant que professionnel, on n'est pas toujours prêt à accueillir ce qui se passe, parce que oui, ça peut effectivement choquer, voire nous mettre dans une forme de déni aussi de ce qu'on peut entendre. Et je crois que ce que tu dis est important, c'est qu'on peut y revenir, et ça permet aussi de montrer à la personne en face que que nous aussi, c'est difficile ce qui a été entendu, et que en soi, vu que c'est difficile, c'est que ça en fait un événement important et grave, et remettre des mots dessus pour dire on t'a quand même entendu. Enfin, il y a eu quand même quelque chose d'important qui s'est passé, et de pouvoir de créer un espace, on va dire. Alors là, on l'entend bien, vos paroles de professionnels. C'est vrai qu'aussi, les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi se demander comment on fait. Eux, on n'est pas tous professionnels de l'écoute, et on entend déjà que ça peut être déjà difficile pour vous. Donc c'est sûr que peut-être rapidement, est-ce que vous pourriez, si quelqu'un, un enfant ou une femme se confie à un proche, comment on peut accueillir aussi cette parole. À la fin de l'émission, on présentera l'association Sa Voix de Femme, qui pourra être un lieu ressource également. Mais peut-être là, si vous avez des petits... Moi, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les personnes qui sont victimes de violences, elles sont dans le flou, elles sont dans le brouillard. Très souvent, on le retrouve dans leur discours. Donc très souvent, une personne qui va venir parler de ce qu'elle a vécu, ça peut être un petit peu flou, il peut y avoir un peu... des choses qui sont pas si pertinentes, une espèce de confusion dans les propos. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment ne pas interrompre, laisser la victime mettre des mots à son rythme, et pas chercher tout de suite à trouver un sens, le pourquoi, du comment, quand est-ce que c'est arrivé. Mais attends, tu m'as dit que tu étais pas là, tu m'as dit que c'était pas si grave. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment dans un premier temps de laisser une parole libre. Donc on peut avoir un premier mouvement, avoir envie de clarifier la situation, parce qu'en fait, on a tellement de flou en face de nous quand on entend ces paroles-là qu'on a envie de clarifier. Et ça, au contraire, ça met un stop au discours de la personne qui est victime. Moi, ce que je donnerais comme conseil, qui peut paraître peut-être un petit peu banal, mais une écoute bienveillante, et en fait un non-jugement, un vrai non-jugement. Être prêt à recevoir il m'a tapé et ce soir j'y retourne et on se fait un resto, même si c'est très difficile. C'est laisser la personne mettre des mots sur ce qu'elle vit, avec une bienveillance et un non-jugement qui soit ferme, quoi. Oui, parce qu'en plus, je dirais que aussi les moments où les personnes peuvent parler, ça peut être un moment aussi où parfois elles sont dans l'urgence, enfin elles mettent
l'autre personne en face dans une urgence de faire effectivement quelque chose. On a le sentiment qu'on doit en faire quelque chose de cette parole, et parfois l'étape juste comme tu disais Yasmina, d'accueillir et de laisser cette parole se poser, voilà, sans interrompre, etc. Ça permet aussi parfois nous de se mettre dans une clarté, parce que effectivement le flou de la personne peut nous entraîner dans un flou aussi, dans de l'urgence. Et je pense qu'effectivement, voilà, de créer un vrai espace juste j'écoute ce que tu as à me dire, et puis après on verra. Mais voilà, je pense que c'est important. Ouais. Et je complète en disant qu'on va pas sauver la victime tout de suite, parce que si on cherche à la sauver tout de suite, en fait, on se met en marche pour elle, et on n'accepte pas et on respecte pas sa temporalité. Donc l'idée, ça va pas être de réagir avec nos propres émotions, mais plutôt d'accueillir les émotions de la personne qui vient se livrer, et puis ensuite d'essayer de rediriger. On en parlera tout à l'heure, mais que ce soit vers des associations locales, un professionnel, en parler à son médecin. On en parle, on y pense peu, mais juste, tu en as déjà parlé à ton médecin, tu as déjà vu un psychologue, tu as déjà vu telle association. Ça, c'est un premier pas vers un soutien. Mais pas chercher à sauver la personne, pas chercher à lui dire tout de suite, il faut que tu t'en ailles là aujourd'hui, parce qu'elle s'en ira peut-être pas. Et en plus, ça la mettra en difficulté, et peut-être qu'elle remettra pas des mots là-dessus. Peut-être que ça la renfermera. Oui. La question du sens pour la victime de faire ce qu'elle est en train de faire est important. Oui, ça, je fais un peu le parallèle pareil quand on écoute un enfant ou qui est triste ou qui est dans la souffrance. C'est vrai que c'est compliqué d'écouter et d'accueillir nos premiers réflexes. Tu disais, Yasmina, oui, c'est de chercher des solutions, et puis c'est aussi de ramener la personne vers un mieux-être, de lui dire ça va aller, c'est pas si grave. Enfin voilà, il y a vraiment quand même, c'est compliqué d'écouter et de pas chercher à apaiser aussi non plus, tout de suite trouver des solutions et apaiser. À un moment, il faut aussi que la personne puisse se livrer, traverser ses émotions pour construire derrière. Donc, on verra, oui, à la fin, restez bien. On va encore voir un petit point avant une pause musicale, mais restez là. On va vous exposer des solutions et vraiment des conseils pratiques vers la fin de l'émission. Pour finir, cette importance de vraiment en parler, d'accueillir cette parole et ce point d'être et se reconnaître victime, quelque chose qui n'est vraiment pas simple pour tout à chacun, puisque la société ne nous pousse pas forcément à pousser cette vulnérabilité ou à se présenter ainsi avec cette idée d'avancer, de force. Comment ça se vit? Comment on peut accueillir ceci? Moi, je commencerai juste par dire, parce que c'est vrai que la société aujourd'hui, elle négative beaucoup le statut de victime. Souvent, voilà, il est associé à quelque chose de pas forcément très valorisant, et ça peut être aussi compliqué, du coup, pour les personnes d'accepter d'être victime. Et justement, enfin, l'importance de ce statut est important pour pouvoir justement à un moment donné ne pas être que ça, ne pas être que cette victime-là. Mais voilà, je pense que ça passe quand même par j'ai été de victime de quelque chose, d'un acte. Voilà, enfin moi, c'est un échange qu'on a souvent avec Yasmina, et du coup, je crois que ça peut mettre en difficulté parfois, parce que on reparle de justement cette question de parole. De croyance sur ce qui a été dit, et parfois on peut avoir des personnes qui du coup vont chercher à ce qu'on les reconnaisse en tant que victime, et ça peut durer effectivement assez longtemps, et parfois ça peut être aussi déstabilisant. Et puis moi j'aimerais aussi rappeler qu'aujourd'hui c'est un mot qui est beaucoup utilisé, notamment par nos jeunes, faire sa victime, t'es qu'une victime. Donc effectivement, c'est un mot qui, aujourd'hui, en société, c'est pas bien vu d'être une victime. Et puis, moi, j'aime beaucoup rappeler, moi, je le dis à mes patientes, être victime, c'est pas une identité. C'est une situation qu'elle traverse à un moment donné. Et c'est nécessaire, c'est une situation qui doit être vécue par la femme qui a vécu de telles souffrances, pour qu'elle puisse aussi avoir une réponse adéquate à ce qu'elle a vécu, qu'elle puisse aussi être reconnue dans ce qu'elle a vécu, et puis aussi qu'elle puisse se comprendre
En fait, on imagine qu'une femme victime, elle est un peu on imagine un peu une posture d'un petit être qui a subi et qui ne fait plus rien, alors qu'en fait, l'idée c'est vraiment qu'elle puisse se remobiliser dans sa vie, qu'elle puisse reprendre le contrôle de sa vie, qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui a fait que ça s'est passé, pour ne plus tolérer l'intolérable. Et c'est nécessaire en passant par un statut où on les reconnaît comme victimes, pour ensuite se sortir de ça. Ne pas rester dans cette posture-là, se sortir de ça. Mais pour se sortir de cette posture, il faut y passer. Il faut y passer. Et je dirais que du coup, c'est vrai que souvent, il y a la recherche du statut de victime par l'aspect judiciaire qui ne répond pas toujours n'a pas toujours comme réponse de reconnaître en tant que victime. Tu l'as nommé effectivement, Élodie, tout à l'heure, par rapport aux statistiques. Donc, je crois que cette recherche, effectivement, de se sentir victime, d'avoir été victime de quelque chose, effectivement, à un moment donné, est important sur plusieurs points, voilà. Et pas notamment en se disant, ça va être que dans l'aspect judiciaire. Enfin, je pense que c'est vraiment c'est important, mais il n'y a pas que ça. Je pense que ça, voilà, c'est un équilibre qui est important aussi à amener pour les personnes. Là où je te rejoins, Yasmina, vraiment pour leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie dans une situation où justement elles n'en ont pas eu, elles ont été dépossédées un peu d'elles-mêmes dans le système de violence. Et avoir été victime, ça veut dire légitimer, reconnaître cette situation pour pouvoir justement se dire, ben voilà, moi je veux plus être dans cette situation comme tu l'as pu le dire, et puis même je veux identifier à un moment donné quand est-ce que je suis une personne avec des droits, avec qui je suis, mes besoins, mes envies, etc. Et ça, voilà, du coup, c'est important de faire tout ce travail-là, tout ce cheminement. Tu parlais de temporalité. Toute cette temporalité-là, elle est importante justement dans le travail de reconstruction. Et voilà, ça passe notamment par j'ai été victime. Voilà. C'est vrai que je suis victime. J'ai été victime. Je crois que ça, c'est important. C'est important, ouais. On n'est pas, enfin voilà, comme tu disais, c'est pas une identité, c'est un moment, une situation qu'on traverse. Je vous propose, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour une deuxième partie pour continuer à échanger sur cette violence faite aux femmes, sur l'importance de la parole et comment les aider, les accompagner et les soutenir. Donc n'hésitez pas, restez en lien sur nos ondes. Nous revenons juste après. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous voilà de retour pour la suite de notre émission dédiée à cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans une première partie, nous avions pu déjà échanger avec Yasmina, Marion et Tiffaine sur l'importance de parler, la difficulté aussi de libérer cette parole, cette nécessité pour conscientiser la violence, comment accueillir la violence et le statut de victime. C'est des sujets très sensibles, c'est pas simple d'évoquer la violence, on en a déjà parlé, d'écouter la violence et de se reconnaître aussi donc victime de violence. Dans mon émission que je réalise habituellement, donc qui aura lieu ce mercredi, je vous invite à venir l'écouter puisque ça complètera vraiment ce qui est dit ici, puisque même si là je m'adresse plus aux parents autour de l'enfance, il est important pour les enfants, mais aussi pour les adultes, dans le monde actuel, de vraiment différencier ce qui relève de la violence et ce qui est du conflit. Puisque dans un des cas, le conflit, on apprend à gérer un conflit, ça peut avoir des bénéfices d'apprendre à mieux se connaître, à connaître mieux l'autre, à construire des choses, alors que la violence, elle est simplement à interdire et à éviter à tout prix. Mais cette différence n'est pas simple, encore plus quand ça touche notre intimité, nos relations proches,
comme peut y avoir dans les violences conjugales. Donc des outils aussi, avant de prendre vraiment cette conscience que nous sommes victimes, il y a des outils comme le violentomètre, si vous cherchez sur Internet, qui peut-être aider aussi à prendre conscience, à conscientiser que ce que vous vivez est de la violence. Mais ça, on en reviendra sur ce point mercredi. Et là, j'accueille la parole de Tiffaine, qui est donc qui travaille elle vraiment sur l'outil du podcast et notamment en tant que spécialiste sur la résilience et plus largement que la violence, mais on va voir le lien avec la violence, cette importance de pouvoir ouvrir cet espace de parole. Et je trouve que le podcast, comme tu vas nous l'illustrer, est un des moyens vraiment pertinents où on retrouve vraiment toutes les qualités qu'on a échangées juste avant de comment ouvrir cette parole et l'accueillir. Tout à fait. Merci Elodie pour cette introduction. Donc moi, je suis réalisatrice de podcasts pour particuliers et aussi entreprises, mais là, je vais surtout parler des particuliers. Donc des podcasts personnalisés pour raconter des mémoires, un moment de leur vie, un moment important, etc. Et par cet espace, je retrouve un peu ce qui a été dit tout à l'heure. J'essaye au plus possible d'offrir un espace bienveillant pour la personne, sans jugement, le plus possible. En tout cas, je fais tout pour que la personne se sente écoutée, ce qui est assez rare en fait. Finalement, on se rend compte, quand j'enregistre des personnes, je me rends compte par expérience que c'est rare qu'elles aient pris le temps avant d'avoir un espace où elles se sentent en sécurité, sans jugement, un espace qui est bienveillant. Et je me rends compte que à travers ces entretiens, qui sont pas forcément sur de la violence, qui peuvent être sur plein d'autres sujets, je ressens une forme de libération par les mots. Parce que la mise en scène du vécu permet une mise à distance, une objectivation parfois salvatrice, et c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, que le podcast c'est le média de l'intime. Moi je suis une tierce personne qui vient recueillir l'histoire de la personne, et je me suis rendu compte à travers le podcast donc que pendant l'enregistrement ça offre cette façon de mettre des mots sur des mots, et qu'après la diffusion, quand le podcast est publié ou partagé, parfois dans un cercle proche, mais partagé quand même, il permet d'apporter de la compréhension via les proches, de lever parfois des tabous, de dire ce qu'on n'a parfois jamais osé dire, parce que c'est souvent plus simple que de dire directement à nos proches certaines choses, de prendre conscience qu'on peut être inspirant pour d'autres, de prendre conscience aussi de ce qu'on a pu vivre, et parfois de laisser une trace. C'est le cas pour des personnes qui sont par exemple en fin de vie. C'est vrai que pour bien connaître tes podcasts, je vous invite à découvrir notamment aussi toutes celles qui traitent de la résilience, La Voix des Lucioles, qui sont disponibles sur les plateformes de podcast. Et c'est vrai que toutes les qualités que tu évoques, on les retrouve vraiment, cette mise en confiance, cette écoute sans interruption. C'est vrai que c'est quand même rare dans la société actuelle d'avoir un vrai échange sans qu'on nous coupe la parole pour, soit comme on disait, pour nous rassurer, pour nous dire que ça va aller, ou nous donner des solutions, ou tout simplement pour que la personne reprenne la parole pour parler d'elle. Et du coup, le podcast, tu ouvres vraiment ça en confiance, parce que du coup, tu t'immerges vraiment dans l'intimité en étant... moi, j'aime bien tes podcasts avec tous ces bruitages un peu autour de la vie quotidienne de la personne, puisque souvent tu vas les rencontrer chez eux, ce qui permet vraiment aussi d'offrir cette parole et d'apaiser. Et on voit vraiment que poser des mots permet de cheminer sur le vécu. Et en ça, tu en avais une en lien avec la violence ? Oui, tout à fait. Je tiens à préciser que sur La Voix des Lucioles, justement, merci d'en parler comme ça, je me suis rendu compte qu'à la base, je faisais cette série pour les auditeurs, en me disant que ça pouvait sûrement leur faire du bien, parce que c'est des histoires de résilience. Alors la résilience qui peut être réussir après un traumatisme à faire des choses assez exceptionnelles, mais aussi et surtout faire des choses qui peuvent être aussi totalement banales. Mais pour moi, la résilience, ça va être comment on va passer du pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça me tombe dessus, à comment je vais faire pour vivre de nouveau et plus survivre dans ma vie. Donc c'est pas forcément des choses exceptionnelles, mais voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et pour en revenir au sujet de la violence, j'ai enregistré par ce biais-là de mon podcast une personne sur une histoire de résilience, justement,
qui n'avait à la base pas de lien, en tout cas que je connaissais sur le sujet de la violence, mais sur un lien tout autre. Et en fait, en partageant son histoire, elle a ouvert son cœur vraiment, et elle m'a parlé d'un homme. Et en parlant, elle s'est rendue compte qu'elle s'était faite agresser sexuellement par cet homme-là. Donc c'est en parlant, en lui offrant cet espace qui est sécurisé. Je le précise toujours, qui n'exclut pas le fait qu'on a besoin de voir une psychologue ou qu'on ait besoin de soutien par ailleurs par des associations et autres. C'est pas un biais thérapeutique de base, le podcast, mais n'empêche qu'il offre quand même quelque chose qui est un petit peu thérapeutique. C'est un espace de confiance où la personne a pu mettre des mots sur ses mots, a pu se rendre compte qu'elle avait été agressée sexuellement par un homme. Elle m'a autorisé à partager son histoire et que suite au podcast, elle a écrit à cet homme-là pour lui faire part de ce qu'elle avait vécu étant jeune avec lui. Et c'est un homme qui était très vieux apparemment et qui lui a répondu pour lui demander pardon. Alors la question de si elle lui pardonne ou pas, n'est pas à propos ici, mais juste pour dire qu'en fait le fait qu'elle soit reconnue en victime et en plus par la personne qui l'a agressée lui a fait un bien fou et a levé un poids énorme qu'elle ressentait depuis toujours sans avoir jamais pu mettre les mots dessus. Ouais, donc là on voit vraiment toute la complexité qu'il peut y avoir dans la libération de la parole, dans sa compréhension de son propre vécu. Ça, on en revient vraiment à intéressez-vous. Ça pourrait peut-être être sujet d'autres émissions sur vraiment le traumatisme et notamment aussi l'emprise, le contrôle coercitif, enfin des éléments qui sont beaucoup plus larges que la violence conjugale ou une violence. Ça peut être vraiment des thèmes à aborder pour comprendre le vécu de la personne, le flou, le brouillard que tu évoquais, Yasmina, des temporalités, pourquoi la parole est si compliquée. Enfin voilà, c'est pourquoi aussi des personnes restent dans des situations violentes. Enfin voilà, c'est aussi pas aussi simple. J'ai envie de dire, on peut avoir vraiment un décalage entre ce qu'on peut observer à l'extérieur et le vécu intérieur des femmes, et ça c'est à accueillir et surtout pas à juger, quoi. On peut chacun sa temporalité, et c'est vraiment comme tu disais, un travail, un tissage autour de ces femmes pour pouvoir vraiment s'ouvrir. Donc n'hésitez pas à découvrir les podcasts et vraiment à trouver un espace qui vous correspond de parole. Ce qu'on souhaitait aussi montrer, c'est que vous avez échangé professionnellement sur l'intime du personnel. C'est aussi à des proches qu'on peut se confier. Ça peut être aussi à des médecins. Ça peut être des outils aussi comme le podcast ou différentes choses, de vraiment prendre cet espace de parole qui peut vous correspondre. Yasmina, je sais pas si... Ce que ça m'inspire, c'est que parfois, les mots, ils sortent à un moment où on s'y attendait pas. Je travaille dans une maison médicale où les médecins peuvent notamment le dire que un beau jour, une patiente qui soupçonnait pas du tout victime de violence, un beau jour sur un tout autre thème, vous avez mal là, bah oui, et ça me fait penser à un jour où mon conjoint m'a serré le bras un peu trop fort et ça vient. Quand ça vient, parfois, la dissociation, elle se lève aussi. Tu parlais, Elodie, de plusieurs termes un peu psychologique ou pour un peu exprimer les différents mécanismes, et si je peux juste mettre quelques mots sur la dissociation, parce que la dissociation, c'est ce qui fait que souvent les victimes, elles savent pas trop ce qui leur est arrivé. La dissociation, c'est un mécanisme de défense qui est très très puissant. La personne, elle se coupe de la réalité tellement que la réalité est violente, et du coup elle vient être un peu gelée, donc elle traverse, elle est là, elle est spectatrice de ce qui se passe, mais elle ressent rien. Et c'est ce qui fait que pour pouvoir verbaliser et identifier ce qui se passe en termes de violence, c'est super difficile. Et quand elles sortent de la dissociation, ça fait tellement mal. Quand on vient mettre des mots, ça fait très, très mal de se confronter à cette souffrance. Ça peut être très douloureux. Il peut y avoir un peu des allers et des retours. Et c'est ce qui peut expliquer que parfois, il y a une mise en mots, et puis parfois, il y a un petit retour en arrière, et puis d'autres fois, on y retourne. En tout cas, je pense qu'en tant que professionnel ou citoyen, c'est essayer de comprendre qu'il s'agit vraiment de souffrance, quoi. C'est pas juste, alors je le dis comme ça, c'est pas juste une femme qui a pas de volonté.
Et c'est tellement douloureux, ça fait tellement mal de se confronter à ce vécu que elles se souviennent pas trop. Ou alors parfois, elles vont mettre des mots, vous savez, sur quelques violences psychologiques qui sont très graves. Et puis sans jamais parler de quelque chose d'encore plus fort ou d'encore plus violent. Et c'est pour ça que la temporalité, on en revient, elle est très nécessaire. Ouais. Quand on parle de temporalité, c'est vraiment respecter le rythme de la femme, de ces femmes dans de leur conscientisation, leurs paroles, les actions qu'elles ont à mener, différentes choses. Donc c'est pour ça que on évoquait que la position de sauveur, donner trop de conseils ou de vouloir agir à la place, enfin voilà. Alors bien sûr, il y a des moments où il faut, on pourra en reparler peut-être avec Marion juste après l'autre pause, de vraiment quand même là des moments vraiment de mise en danger réel, notamment face à certaines violences, où là peut y avoir des actions de signalement. On pourra peut-être reprendre ça quand même, parce que oui, dans la temporalité, on respecte, mais à un moment, il y a aussi une nécessité de protéger. On pourra en reparler. Si tu es d'accord, Marion, après la pause sur vraiment quelque chose de plus concret. Mais oui, quand on parle de la temporalité, le message, je crois qu'on aimerait, si dans cette émission faire passer, c'est vraiment que casser un peu cette image. Mais pourquoi elle est pas partie? Pourquoi elle reste? Mais elle a qu'à partir. Enfin, il y a vraiment cette idée que ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Et ça s'explique même avec des mécanismes. Nous, en tant que professionnels, on l'explique. Voilà, c'est ça. Oui, ça s'explique par des effectivement mécanismes neurologiques, ce que tu expliquais, voilà, Yasmina, et ça c'est important de le nommer pour comprendre effectivement que c'est pas effectivement qu'une simple non-volonté d'agir pour soi. Je pense que ça, c'est important. Moi, je complète souvent en disant, moi, je dis à mes patientes que quand la dissociation, elle se met en place, la sidération, enfin, tous ces mécanismes, ça prouve quand même que leur psyché, elle fonctionne parce qu'elle les protège. Oui. Donc, c'est une bonne chose quand même, elles se mettent en protection. Alors, et puis après, on leur souhaite qu'elles en sortent et qu'elles trouvent un autre mécanisme de protection. Mais c'est quand même une mise en protection face à un danger. Oui, c'est comme un système bienveillant puisqu'on essaye de se protéger, et c'est aussi que lever cette protection derrière, il y aura une nouvelle vie possible, et c'est tout ce que tu nous illustrais avec la résilience au travers de tes podcasts, Tiffaine. Je vous propose une dernière pause musicale avant notre troisième partie qui là sera peut-être un peu plus pratico-pratique sur un peu les aides, les soutiens, tout ce qui existe autour un peu de la violence pour soutenir ces femmes. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous voici à nouveau réunis pour notre dernière partie de notre émission dédiée aux violences, notamment dans l'inscription dans cette journée spéciale de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je suis Elodie et je suis accompagnée de Yasmina, Marion et Tiffaine, donc pour évoquer toute cette parole, de libérer la parole et ensuite, qu'est-ce qu'on fait face à cette parole de la violence ? Alors, dans cette troisième partie qu'on souhaite peut-être un peu plus pratique, pour que vous puissiez avoir vraiment un peu des outils, Yasmina va nous présenter, on souhaitait quand même aussi réévoquer que on a parlé de la violence dans un sens donc faite aux femmes très très large. Il n'y a pas que la violence physique, il existe beaucoup de formes de violence, et donc c'est vrai que tous nos discours englobaient toute cette violence que peuvent subir les femmes. Yasmina, tu voulais nous... Oui, je voulais revenir et réexpliquer qu'on a beaucoup parlé de la bienveillance, de comment on accueille la parole. Et ce qui va être important, c'est aussi d'avoir en tête une petite boîte à outils vers qui on peut renvoyer et à quel moment on peut renvoyer. Voilà, par exemple, si la personne elle est dans une confusion, de lui dire peut-être que tu peux en parler à un ou une psychologue. Si la personne elle est dans une souffrance physique, en parler à un médecin. Mais en spécifiant pour qu'elle puisse t'aider sur cette question. Et puis voilà, se souvenir que localement, Marion et Elodie vont nous en reparler, mais localement, quand la victime elle parle vraiment de violence, lui proposer d'aller voir une association spécialisée, d'expliquer. Et moi, je vais me faire un peu porte-parole. Moi, je fais
je suis pas salariée de cette association, mais de réexpliquer qu'on peut aller les voir aussi si on a un doute, pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, et puis qu'elles verront comment elles peuvent accompagner et qualifier ces mots-là. Donc parfois le flou, il peut être levé aussi avec cette association qui est spécialisée et qui sait ce que sont les violences, et du coup qui pourront, les professionnels, elles pourront accompagner correctement les femmes qui sont victimes. Et juste avant, j'aimerais juste rappeler que par contre, quand il s'agit d'enfants, on a une obligation, en tant que citoyen professionnel, de signaler quand il y a des violences. Il existe des plateformes, il existe le signalement, il existe les informations préoccupantes. Il y a beaucoup de données qui sont présentes sur Internet notamment. Et là, c'est quand même quelque chose c'est une obligation de citoyen, quoi. Alors, tu as raison, Yasmina. Donc, pour tout ce qui est, on va faire vraiment cette parenthèse pour les enfants, les jeunes, de vraiment là, il y a cette obligation de signaler, d'informer. Donc, pour cela, tournez-vous vers le conseil général, enfin le département, les assistantes sociales qui peuvent vous aiguiller. N'hésitez pas hésiter vraiment aussi pour les gendarmeries qui peuvent vous questionner. Je crois que là tu parlais pour les victimes, mais ça peut être aussi pour soi-même. On va reparler avec Marion de l'association donc Sa Voix de Femme dont on fait partie, mais quelque chose aussi que j'espère que vous avez pu sentir au travers de cette émission, c'est que c'est vraiment pas simple. Donc déjà, la violence, de comprendre qu'on a vécu de la violence, les différentes formes de violence, libérer la parole. Il n'y a pas de questions stupides. Je pense que n'importe quel professionnel, donc tu parlais des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes, mais aussi la police, la gendarmerie, les assistantes sociales, de tous les... il y en a aussi dans certaines entreprises. Poser des questions. Je pense que sur ce thème-là, il n'y a aucune question qui est stupide ou aucune question qui sont évidentes. Donc, ne pas hésiter, même si ça n'engage pas forcément une démarche derrière, mais dans certains cas, ça peut. Mais vraiment se permettre d'appeler. Et ça, c'est sûr que Sa Voix de Femme, on souhaite vraiment être aussi là. On va vous présenter l'association, et d'être aussi là pour les proches, pour des professionnels. Parce que vraiment, libérer la parole, ça passe aussi par les questions. Oui, et puis je crois que ce qui est important dans ce que tu dis, Élodie, c'est que le travail d'accompagnement de ces personnes est complexe, et que du coup, le travail de réseau est important. C'est-à-dire que même si effectivement après on oriente ou le faire ensemble, pour moi est important, en tout cas dans ma pratique, pour pouvoir justement apporter un sas de sécurité à la personne et lui permettre de se retrouver dans un environnement. Alors, je fais le parallèle avec justement la question du système de violence qui vient isoler la victime souvent de personnes qui vont être aidantes pour elle. Et donc du coup, d'où l'importance pour moi de refaire réseau autour d'elle et lui permettre d'avoir des ressources qui lui permettent justement, même s'il y a des périodes de va-et-vient, même si effectivement elle est dans son propre cheminement, de pouvoir savoir à quelle porte elle peut effectivement frapper, et de savoir aussi que ces professionnels sont en lien, ce qui peut permettre aussi d'éviter parfois de reposer à différents endroits. Je pense qu'il y a aussi ça c'est important, pour moi, de ce travail en lien qui peut être fait. Tu parlais de signalement, effectivement, Yasmina. Donc, évidemment, pour les enfants, alors je pense qu'il est important de rappeler que les enfants qui vivent dans ce système sont aussi co-victimes, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut se poser cette question-là. Et effectivement aussi la question du signalement par le biais d'un chat en ligne qui existe via le site Arrêtons les violences. Il y a une source d'informations via ce site, mais ce chat peut être saisi par les femmes comme l'entourage, comme des professionnels aussi. D'accord, donc ce chat, c'est Arrêtons les violences, c'est un site sur Internet. Oui. Qui est donc libre, anonyme, on peut aller... On est en lien avec des forces de l'ordre qui sont formées en face pour répondre effectivement aux personnes.
aux questions, à écouter et les questions. Là où tu évoquais vraiment les enfants co-victimes, donc là c'est plutôt notre expertise. Donc Marion et moi, nous faisons partie de l'association Sa Voix de Femme. On l'a évoqué plusieurs fois au long de cette émission. Donc Sa Voix de Femme, c'est une association qui est présente sur les départements de Savoie depuis maintenant 47 ans et qui a vraiment comme mission d'accompagner les femmes qui vivent de la violence conjugale. Donc là encore, on spécifie un type de violence, enfin voilà, qui prend beaucoup plus de formes. Mais c'est vrai qu'on accompagne ces femmes. Et donc Marion, ça fait 10 ans, même plus de 10 ans, 12 ans, que tu fais partie. Est-ce que tu veux nous expliquer les différentes activités que propose Sa Voix de Femme Alors oui. Déjà, dans cette approche effectivement d'accompagnement des femmes qui sont victimes de violences au sein du couple, alors effectivement, en précisant, et ça c'est important, que la violence, elle n'a pas de forme en fait, c'est un système qui vient toucher toutes les strates après du quotidien, donc effectivement qu'on va retrouver dans l'aspect psychologique, économique, financière, administrative, sexuelle et physique. Enfin voilà, c'est vraiment, en disant ça, c'est pour dire que c'est par le système que de violence qu'on peut identifier, qui permet de comprendre que ça se joue à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Et pour accompagner ces personnes, du coup, on a mis en place depuis 2014 un accueil de jour. Donc c'est un accueil libre, spontané, où les personnes peuvent venir sans rendez-vous sur cet espace, alors qui se trouve à Chambéry, donc l'accueil de jour, qui peut être soit physique, soit téléphonique, sur le numéro, alors qu'on peut rappeler 04 79 85 53 68. Et donc effectivement, l'accueil de jour physique se situe au 560 chemin de la Cassine, donc à Chambéry. Alors Chambéry, c'est pas le cœur de l'association. Il faut savoir qu'on est un département qui est assez large, avec des territoires isolés et ruraux. Donc notre volonté aussi, c'est d'être sur des permanences pour être au plus proche des personnes qui peuvent pas ou peuvent se déplacer. Et puis ça a une importance aussi parce que vivre des violences dans un secteur rural, ça a aussi une dimension particulière. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir se mettre à niveau par rapport à ces personnes. Donc nos permanences sont sur Aix-les-Bains, Albertville, l'Avant-Pays Savoyard, donc sur 4 communes, Yenne, Saint-Genis-les-Villages, Pont-de-Voisin-les-Échelles, et on a aussi une collègue qui fait des permanences, alors c'est pas des permanences régulières, mais sur le territoire Saint-Jean-de-Maurienne et la Tarentaise, c'est ça. Berville, Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, voilà. Ouais. Ça, c'est l'espace un petit peu plus accompagnement de proximité, et puis on va dire un accompagnement individuel. Et pour ça, nous aussi, il est important pour nous d'avoir des espaces collectifs et des espaces qui vont mettre en mots aussi par le corps. Donc on offre la possibilité à ces personnes de se reconnecter aussi à elles-mêmes. Et donc par ce biais, on a effectivement plusieurs ateliers, alors du Qigong, des groupes de parole, du self-défense, en lien avec effectivement un professionnel qui est formé, de la sophrologie, du massage, de l'art-thérapie. L'art-thérapie, voilà, enfin tout ce qui est des ateliers pour aider aussi à redonner confiance, à retrouver, et libérer aussi la parole autrement. Et puis, pour finir, on a aussi des actions qui sont centrées sur la parentalité. Et donc là où je retrouve effectivement Yasmina et Tiffaine sur cet espace d'atelier pour les ados, dont justement on utilise le podcast comme biais pour permettre cette parole, cet espace effectivement de confiance, on va dire, entre eux. Et de déconstruction aussi de tout ce qui avait été un peu, c'est ce que ta phrase tout à l'heure quand tu disais que les enfants étaient co-victimes. Voilà, c'était cette attention aussi que dans de la violence conjugale,
il y a aussi la fonction de mère qui est atteinte, qui peut être aussi dégradée et qui est soumise à cette violence, et les enfants qui sont victimes du système, soit directement aussi de violence, soit du système, et pour qui ça a un véritable impact au niveau du développement personnel. Donc ça, je le reprendrai un peu dans l'émission, mais c'est vrai que du coup, toutes les activités aussi de ce groupe de parole pour ados que vous animez toutes les trois, donc Marion, Tiffaine et Yasmina, qui a commencé donc dernièrement. Le 19 novembre. Voilà. Et qui est vraiment, alors je crois, bien investi par les jeunes dès la première séance sur vraiment comment, tout ce que Tiffaine avait pu nous pointer comme qualité d'écoute ou différentes choses, de vraiment se réapproprier la relation à l'autre de façon ludique. Je crois qu'on va arriver un peu au terme de cette émission. Pardon. Je m'excuse, Elodie, mais il y a une dernière action quand même que je tiens à nommer. J'ai oublié quelque chose. Quand elle m'appelle Elodie, c'est qui est importante, et du coup que je co-anime aussi avec Yasmina, qui est la cabane. Et la cabane, c'est donc une action qui existe depuis 3 ans déjà, et qui a pour but effectivement d'accueillir l'enfant plus jeune, donc entre 7 et 11 ans, et sa mère, voilà, donc avec des espaces où ils sont entre pairs, PAIR, donc vraiment avec cette idée de poser des mots sur la violence, voilà, poser des mots sur l'interdit de la violence, sur différents conflits violences, en tout cas pour les enfants, le travail des émotions. Tu me compléteras, Yasmina, si tu veux, et puis les mamans aussi, cet espace un petit peu de poser, de parole, d'entre-soi. Et après, on a toujours un temps en commun qui est important aussi pour le lien entre eux. Elle a tout dit. Et pour être certaine, non, on a oublié, Marion, nous avons oublié tes prochains stages aussi sur 2025, Mal de mer, qui seront là aussi dédiés aux femmes dans leur fonction de mère, là. Et donc tu vas être assistée, donc là je te laisse reprendre... Oui, alors Mal de mer, c'est des stages d'1 semaine qui vont être proposés. Alors sur une semaine, ça sera 3 heures par jour. Donc il y en aura 3 dans l'année. Et donc l'idée, c'est aussi de travailler sur avec des biais artistiques, avec 2 intervenantes. Donc Solène et Ségolène. Alors je vais être très mauvaise, mais je me rappelle. C'est pas que je me rappelle plus leur nom, c'est que je vais être le nom de Solène, je vais avoir du mal à le prononcer correctement, voilà. Donc on vous mettra tout ça comme en information. Mais Ségolène et Solène qui sont des professionnels de artistique, voilà, de l'art, clown, metteuse en scène et artiste, donc avec qui on a déjà travaillé et qui là propose effectivement par le biais de mimes, de clowns, aussi de temps de parole, et de faire autrement, justement, de proposer la possibilité de faire autrement, mais avec des choses concrètes, voilà, et pour évoquer leur vécu de parents et de mères dans ce système-là. Ok, oui, on voit bien que la parole, on essaye vraiment de libérer la parole, libérer cette violence sous plusieurs formes. Merci. Alors, je vous remercie vraiment pour cette participation. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter, comme vous nous retrouvez facilement sur notre site internet, sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas, ne restez pas seuls. Cassez l'isolement, posez les questions, on vous répondra. Donc sur cet accueil de jour, comme je vous disais, c'est véritablement pour les femmes, mais aussi les proches, les professionnels. Et moi, je vous retrouve donc mercredi à 12h15 pour Questions de parents, où on pourra reprendre aussi ces éléments de violence et conflits plus proches des enfants. Je vous remercie et passez une très belle journée. Merci. Radio Grand Lac, votre radio.